un continent émergent, totalement hors de régulation, hors des instruments que nous avons développés, d'abord, de facto, nous serons complices d'activités terroristes, coupables ou de criminalité organisée, mais surtout, dès l'année prochaine ou l'année suivante, nous aurons des débats légitimes qui viendront d'acteurs régulés qui nous diront « vous ne nous apportez plus le level playing field », comme on dit en bon français. Vous nous imposez toutes les règles et à côté, vous nous créez des compétiteurs qui n'en ont plus aucune. Il n'y a pas de monde soutenable en paix, de régulation et de stabilité financière pour nos pays si en quelque sorte nous réinventons un Far West que nous avons régulé. Nous avons connu un monde financier sans régulation aucune. C'est celui-là même qui nous a conduit progressivement à réguler nos acteurs par des règles de soutenabilité, de liquidité, par aussi des règles de transparence pour traquer les flux illicites et le financement d'activités illicites. Ne laissons pas s'installer autour des cryptoactifs une forme d'opportunité pour les criminels et les terroristes ou de voies de détournement des règles. Contre plusieurs villes du Mali. On parle de Bamako, Kati, Gao, Sévaré, Mopti et Kidal. 6 villes touchées dans la même journée. Des attaques menées du nord au sud du pays. Et surtout, une alliance inattendue entre 2 groupes qui, normalement, ne poursuivent pas les mêmes objectifs. On parle du JNIM, groupe terroriste islamique affilié à Al-Qaïda, qui veut imposer la charia dans le Sahel, et du FLA, mouvement séparatiste de l'Azawad, qui défend l'indépendance du nord du Mali et revendique un projet politique laïque, selon eux. Donc, avant même d'aller plus loin, plusieurs questions se posent déjà. Déjà, comment une opération aussi coordonnée a-t-elle pu être menée sur plusieurs villes en même temps? Comment 2 groupes idéologiquement opposés ont-ils pu trouver un terrain d'entente? Qui a intérêt à voir le Mali plonger dans ce niveau d'instabilité? Et pourquoi certaines réactions, notamment médiatiques et diplomatiques, semblent aussi rapides d'un côté et silencieuses de l'autre? Parce qu'il y a les faits et il y a ce que les faits révèlent. Les faits, c'est qu'un nombre important de soldats et de civils maliens ont perdu la vie. Les faits, c'est aussi que le ministre malien de la Défense, Sadio Kamara, a malheureusement été tué dans une attaque kamikaze à Kati, avec plusieurs membres de sa famille. Un événement d'une gravité immense, parce qu'on ne parle pas seulement, au moment même où l'attaque se déroule, une certaine presse internationale réagit très vite. Parce que c'est toujours les médias extérieurs qui disent que nos villes sont prises par le JNIM et le FLA. Les titres, les angles choisis, la manière de raconter la situation donne parfois l'impression que certains attendaient moins de comprendre ce qui se passait que d'imposer immédiatement une lecture politique et un certain narratif des événements. Pendant ce temps, la communauté dite internationale, elle, brille par un silence qui interroge. Et du côté africain, une autre question se pose. Où est l'Union africaine? Où est la solidarité continentale quand un État africain subit une attaque d'une telle ampleur? Voilà donc quelques questions que nous allons nous poser aujourd'hui. Non pas pour remplacer les faits par des soupçons, mais pour refuser de regarder une crise aussi grave avec des yeux naïfs et complaisants. Regardez cette carte. Elle représente les villes touchées le même jour pendant l'attaque des terroristes. Lorsque l'attaque a lieu, la presse internationale, douce opérandi des kamikazes. Rappelons que le nombre de correspondants de ces médias au Sahel est de 0, depuis que l'AES a interdit certains médias sur place. Officiellement, le narratif, c'est que des sources internes de l'armée auraient rapporté les faits. Sauf que cela soulève une autre question. Pour quelle raison un militaire malien au front entrerait-il en contact avec un média international français pour donner des informations compromettantes en mesure de fragiliser le moral des troupes qui, il faut le dire, étaient encore sur le théâtre des combats? Fermez les yeux et imaginez un seul instant un soldat malien sur le champ de bataille appelé Paris pour informer que son chef hiérarchique vient d'être tué. Cela ne fait pas trop sens, surtout lorsqu'on sait le climat de tension qui règne en ce moment. Donc si c'est vrai que quelqu'un a appelé, on pourrait dire qu'il y a une taupe au sein de l'armée. Mais si personne n'a appelé, on peut aussi dire sans risque de se tromper, juger. Parlons justement de presse, il est impossible d'ignorer la manière dont cet incident tragique est présenté par les médias internationaux. Vous lisez les articles, vous avez très vite l'impression qu'on exalte plus la victoire des groupes terroristes qu'on ne déplore les pertes en vie humaine et la déstabilisation que leurs actions ont à une complicité à peine voilée. Des articles de journaux l'ont peine à qualifier les assaillants de terroristes, en mettant le terme terroriste entre guillemets. Comme pour dire, Bamako a beau dire que ces gens sont des terroristes. Ils ont beau faire alliance avec le JNIM, un groupe qui brûle des jeunes filles vives en pleine journée. Pour nous, tout ça c'est très relatif. Partout ce sont des guillemets.
Partout, on ne veut pas reconnaître le caractère terroriste de ces groupes et de leurs actions. Des questions tendancieuses sur les plateaux de cette presse qui s'est toujours dite objective et non biaisée. Choisissez de dire ce que vous choisissez de montrer. Comment vous choisissez de le montrer trahit le message que vous voulez faire passer, l'angle que vous avez choisi, le narratif que vous véhiculez et la cause que vous défendez. C'est aussi simple que cela. Et la presse internationale nous montre d'une manière ou d'une autre du côté de quel camp elle a choisi de se ranger. Maintenant, qu'en est-il de la communauté internationale? Au moment où j'enregistre, seule l'ambassade des USA au Mali a fait un paragraphe sur Facebook pour annoncer qu'ils prenaient acte des événements dans le pays et recommandaient la prudence maximale à leurs ressortissants. Pour le reste, rien du tout. Où est passée la communauté dite internationale? Pourquoi ce silence? Oui, il y a des affaires tout autant importantes dans le monde actuellement, mais cela justifie-t-il qu'on se comporte comme si de rien n'était? Le concept de démocratie est-il aussi cher aux yeux de ces États-là? Parce que le péché capital de l'AES semble être le fait que ses dirigeants soient arrivés aux affaires par des coups d'État. Oui, c'est vrai. Mais une fois qu'on a dit ça, on doit aussi reconnaître que ce ne sont pas les seuls à être arrivés au pouvoir par coup d'État. Ce ne sont pas les seuls militaires aux affaires en Afrique. Partout ailleurs, en tout temps et en tout lieu, lorsque les civils au pouvoir ont failli à leur mission, on a vu des militaires intervenir. Je ne veux pas parler du Gabon, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Guinée et même de la Doubé, reconnus et accompagnés dans leur mission. Pourquoi faire donc scène muette lorsqu'il s'agit de l'AES? Bien sûr, je pose là une question rhétorique. Vous et moi savons pourquoi. Il y a à peine 5 mois, en décembre 2025, Donald Trump nous informait que les musulmans s'attaquaient aux chrétiens au Nigeria et que cela justifiait des bombardements sur le sol nigérian. We're going to do things to Nigeria that Nigeria is not going to be happy about and may very well go into that now disgraced country, guns are blazing, to completely wipe out the Islamic terrorists who are committing these horrible, horrible atrocities. Nous avions dit à l'époque que c'était une situation prise hors de son contexte et que c'était donc un prétexte pour entrer au Nigeria et s'emparer du précieux pétrole léger et sucré tel qu'on l'appelle dans le milieu. Si donc c'était par altruisme que toutes ces actions avaient été menées, pourquoi aujourd'hui semble-t-il autant difficile de condamner fermement, ne serait-ce que condamner les actes des terroristes qui ont coûté la vie à un officiel malien entre autres? Si l'intention est la paix et la sécurité dans la région, les actions devraient être partout pareilles. Et à ceux qui disent que l'on devrait cesser de regarder vers les pays occidentaux chaque fois qu'il y a une attaque terroriste dans le Sahel, il faut dire que soit vous faites preuve de mauvaise foi, soit vous avez la mémoire courte. Regardez ce graphique. Il représente le nombre de morts dans les pays du Sahel dus aux attaques djihadistes de 1997 à 2022. Observez la courbe du Mali en 2011. Elle prend une ascension vertigineuse. À partir de 2011, le nombre d'attaques djihadistes dans le Sahel et particulièrement au Mali explose. Qu'est-ce qui provoque cette explosion? L'assassinat du guide Muammar Kadhafi le 20 octobre 2011 à Sirte, son village natal, par Nicolas Sarkozy et sa coalition. Cet assassinat fut une boîte de Pandore ouverte dans le Sahel. Les chefs de guerre touaregs loyaux à Kadhafi se retrouvent sans boussole. Les caches d'armes sont à la merci des ex-milices musulmanes de Kadhafi. Donner une arme à un homme peu instruit mais formé à l'art de la guerre et donner-lui des raisons vraisemblables de brûler le monde, il vous en rapportera les cendres. Iyad Khali, par exemple, aujourd'hui leader du JNIM, fut l'un des généraux de Kadhafi qui s'est radicalisé pour diriger Ansar Dine après la mort du guide. C'est ça la situation dans le Sahel. Le rapport que je vous ai présenté provient de l'ONU. Il est long de 24 pages. Je vous invite vivement à le consulter. Il est écrit noir sur blanc que c'est l'assassinat de Kadhafi qui est le catalyseur de la montée du djihadisme dans le Sahel. Donc aujourd'hui, il n'est que normal que lorsque des événements surviennent, on ait le réflexe justifié de se tourner et regarder vers les artificiers de ce chaos qui peinent à cacher leur joie face à la montée de l'instabilité dans le Sahel. Maintenant, quittons l'international pour revenir chez nous, en Afrique. Parce que le constat n'est pas des plus réjouissants ici. Je dirais même qu'il est triste. Depuis le début des hostilités, ce qu'on a souvent appelé la communauté africaine brille par son silence. On dirait presque que rien ne s'est passé. On a vu plus de zèle pour des affaires plus ou moins importantes. Depuis que le Mali est en deuil, combien de présidents africains ont-ils envoyé leurs condoléances? Ont-ils apporté leur soutien au Mali? De mémoire d'homme, en 2015, on a vu plus de présidents africains se gêner lors de l'attentat contre Charlie Hebdo en France. Certains avaient même fait le déplacement. Pour la défense d'Haïti contre les gangs et l'insécurité, les pays africains se sont mobilisés. En juin 2000, le peuple haïtien est un peuple frère et ce n'est que normal qu'on puisse lui prêter main forte. Mais ne dit-on pas que charité bien ordonnée commence par soi-même? L'AES partage des frontières avec le Tchad, le Nigeria,
le Bénin, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-là. Tous des pays touchés par le terrorisme au Sahel, tous victimes du même fléau. Mais aucune force conjointe n'a été créée, ne serait-ce que pour défendre les intérêts sécuritaires communs. Supposons que vous n'aimiez pas l'idée d'une AES. Supposons que vous pensez que leurs méthodes ne sont pas adéquates, que ce sont des militaires et qu'ils n'ont rien à faire aux affaires, que leur place c'est dans les casernes. Tout cela empêche-t-il une coopération pour la défense de votre territoire et la sécurité de vos populations? Chose curieuse, au moment où l'AES était en pleine bataille d'émancipation, les États frères de la CEDEAO ont plutôt menacé de créer une force conjointe pour envahir ces États et restaurer l'ordre démocratique. À Abuja, au Nigeria, jeudi, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont fait un pas vers une intervention militaire au Niger visant le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Est-ce à dire que nos leaders sont tellement formatés qu'ils préfèrent avoir des terroristes qui pillent, tuent, déciment, enlèvent, rançonnent, sèment le chaos, plutôt que d'avoir des militaires qui, jusqu'à preuve du contraire, défendent une cause noble, la liberté? Cela veut dire qu'il est totalement possible de créer une force conjointe à envoyer au Sahel pour éradiquer la menace terroriste. C'est la volonté qui manque. L'Union africaine, quant à elle, déclare qu'elle condamne fermement les actes terroristes au Mali. Encore des mots, rien que des mots, et toujours des mots. Concrètement, le Mali en ce moment a besoin de soutien logistique, militaire, médiatique et humanitaire. Ils sont employés dans la guerre russo-ukrainienne pour défendre des couleurs et des intérêts qui ne sont pas les leurs. Le fils ne sera jamais reconnu, où ils sont traités comme la chair à canon. Pourquoi les Africains doivent-ils aller combattre les guerres des autres pendant que chez nous, le chaos s'installe et qu'on n'arrive pas à s'organiser pour le combattre? Cela a-t-il un sens? Il a reproché aux dirigeants de l'AES de s'être rapprochés de la Russie pour des accords de défense. Je tiens à dire, et il faut que cela soit dit, que tout État a la compétence de sa propre compétence et n'agit, ne choisit ses partenaires que sur la base de la défense de ses intérêts. Si les États de l'AES ont choisi comme partenaire la Russie, cela ne dédouane pas les autres pays africains de la sous-région de leur responsabilité de travailler en tandem avec ces derniers pour assurer la paix et la sécurité dans la sous-région. Il n'est pas question d'amitié, mais d'intérêt et de souveraineté. Et parlant de cela, on ne peut pas manquer de dire qu'il est urgent que l'Afrique puisse se défendre elle-même. La récente défaite des Russes à Kidal est une preuve irréfutable qu'il est dangereux de penser que quelqu'un d'autre pourra nous défendre mieux que nous-mêmes et qu'il est encore plus dangereux de déléguer sa sécurité. Merci d'avoir suivi cette chronique. Je vous invite à télécharger notre application pour recevoir nos contenus au quotidien et soutenir notre travail. Je suis Livingston Amon pour Afro-Média, le média qui vous présente le narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance.